Bonjour à tous. L'objectif de cette journée, c'est de réfléchir à l'impact de la crise sur la gestion des hôpitaux. Et j'aimerais qu'on ne considère pas seulement la crise comme une menace à laquelle il faut répondre par des réductions de coûts, mais que ce soit aussi une opportunité qui puisse nous permettre de mieux gérer les hôpitaux, de mieux dépenser l'argent qu'on dépense dans chaque hôpital individuellement et dans les systèmes de soins de santé en général. Et c'est pour cela que l'objectif ici est de parler à la fois de qualité et d'efficience. Et je suis persuadé que les années que nous vivons nous permettront, d'ici 3 ans, 5 ans, de nous dire que nous aurons réussi, dans la plupart des hôpitaux qui prennent ces questions en bras-le-corps, à la fois d'améliorer la qualité et d'améliorer l'efficience. Et c'est vrai, c'est aussi une obligation pour les équipes de direction, pour les équipes médicales, soignantes, gestionnaires des hôpitaux, de montrer plus de leadership, de coopérer mieux entre elles et de chercher un meilleur engagement, un plus fort engagement des équipes par rapport à ces objectifs. Et ces éléments-là, leadership, coopération, engagement, on ne les réussit pas seulement autour d'objectifs de réduction de coûts. On les réussit parce qu'on cherche à améliorer la qualité au service du patient en même temps pour réduire. Et c'est ce que je voudrais essayer de démontrer avec vous. Vous le savez, la réduction des dépenses, elle est nécessaire aujourd'hui parce que la croissance des dépenses a été très importante ces 20 dernières années et notamment supérieure à celle du PIB. Au rythme de la croissance des dépenses des soins de santé des 10 ou 20 dernières années, nos économies ne peuvent pas continuer d'apporter des soins de qualité à un coût raisonnable pour le patient ou pour le contribuable. Et dans ces dépenses de soins de santé, les dépenses hospitalières sont les plus importantes. Vous le voyez ici, elles représentent 12 milliards sur les 40 milliards de dépenses de soins de santé et elles ont cru partout. Elles ont cru de 81% en Belgique sur les 12 dernières années. Elles ont cru de 120% aux Pays-Bas. Dans tous les pays européens, elles ont cru entre 60 et 120%. C'est évidemment un thème. Et le pire, c'est que les recherches les plus récentes montrent qu'il n'y a pas de lien entre l'argent dépensé et la qualité médicale et les résultats cliniques. Cette étude-ci est l'étude la plus reconnue dans le domaine et qui montre qu'il n'y a pas de relation entre le coût spécifique d'un épisode de soins et un score de qualité tel qu'il a été défini. Ceci a été publié l'année dernière dans LCFR. Donc, nous avons à nous poser des questions. Si plus de dépenses n'amènent pas à plus de qualité, nous pouvons effectivement travailler à améliorer la qualité tout en réduisant ou en stabilisant les dépenses. Et on le voit ici sur les indicateurs de santé de l'OCDE, notamment sur toute une série d'indications médicales, la dispersion des chiffres est énorme, à la fois dans les résultats cliniques et dans les éléments de dépenses, notamment dans les durées de séjour. Et vous voyez que par rapport à la moyenne de l'OCDE, certains pays sont, sur certains épisodes de santé, à 2 fois, 3 fois, 6 fois la moyenne, tant en résultats que temps. Donc cette dispersion des chiffres montre qu'il y a un potentiel d'amélioration et en qualité et en coût. Et c'est ce type de démarche que les hôpitaux les plus performants, les plus à la pointe,
commence à mener, ce sont des réflexions basées autour de la valeur, de ce qu'on appelle value-based healthcare, les soins de santé basés sur la valeur. La valeur, c'est-à-dire le bon équilibre entre les résultats et les coûts, les résultats étant les résultats médicaux, ce qu'on appelle les outcomes. Mais pour que cela puisse être recherché, il faut d'abord que cela soit mesuré. Et cette mesure des outcomes, est encore très préliminaire dans la plupart des domaines et dans la plupart des pays. Donc aujourd'hui, il y a un travail important qui est en cours pour définir des indicateurs de qualité à court terme et à long terme dans ce qui compte pour le patient et qui n'est pas seulement la mortalité ou non, ou la réadmission ou non, mais qui sont des indicateurs beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus fins sur tous les domaines médicaux et sur l'ensemble du cycle de soins. Et de la même façon, les coûts que l'on mesure dans beaucoup d'hôpitaux par pathologie commencent, ou que l'on commence à mesurer par pathologie dans beaucoup d'hôpitaux, commencent dans certains hôpitaux au niveau mondial à être mesurés par patient. Et donc ces mesures-là, pas seulement par nature, mais dans une deuxième étape par pathologie, dans une troisième étape par patient, vont permettre, comparé aux outcomes, de comprendre si on progresse à la fois sur la qualité médicale et sur l'efficience. Et ceci demande des observations transversales, complexes, que beaucoup de bureaux n'ont pas eu l'habitude de mener, dans la mesure où beaucoup de réflexions se font par spécialité, cardiologie, chirurgie digestive, par activité médico-technique, les urgences, l'imagerie, les labos, ou par étape administrative ou logistique. Et donc, pour arriver à réfléchir en termes d'outcome et de coût par outcome, il faut travailler par condition médicale. Et à ce moment-là, un cercle vertueux devient possible, définir les indicateurs, analyser et publier les résultats au niveau d'une institution, voire au niveau d'un système de soins de santé. Et certains pays comme la Suède commencent à publier les résultats de leurs hôpitaux de manière publique, de telle façon que ce soit non seulement une façon d'aider les hôpitaux à être meilleurs, mais que ce soit aussi une façon pour le patient de choisir les meilleurs hôpitaux. Si demain, vous ou moi, comme patient, nous voulons aller dans le meilleur hôpital du pays, telle affection que nous avons, ou telle opération que nous devons vivre, nous ne savons pas comment faire le bon choix du meilleur hôpital. Et donc, je crois que c'est à la fois un objectif d'efficience, mais c'est aussi un objectif de santé publique et un objectif de service et de qualité pour les patients. Donc, voyons quelques exemples qui montrent combien la transparence peut améliorer la qualité. Vous avez ici l'exemple d'une astroplastie de la hanche avec, en Suède, le nombre d'années, ici sur l'axe horizontale, le nombre d'années après l'opération, et ici les courbes indiquant en quelles années les opérations ont été menées et quel est le taux de reprise. Et vous voyez une diminution de la fréquence de la reprise pour une dysfonction mécanique liée à l'enfant, qui a été réduite par 3 à 10 ans sur moins de 10 ans. Donc, mesure, communication de cette mesure, évolution par rapport à cette mesure. Et un pays, malheureusement, la même indication. Si on n'est pas disponible pour un grand nombre de pays, mais la Suède, qui a très tôt commencé à publier ces données de qualité de façon transparente, comme de façon transparente, est aujourd'hui, sur cet exemple-là, bien meilleur que ces boîtes, plus que les États-Unis. Autre exemple, l'infarctus du myocarde, un indice de qualité, là aussi, les
place un registre. C'est bien ça que le premier travail qui est à faire dans cette transparence sur les outcomes, c'est d'avoir des registres par institution et par pays. Non seulement, à partir du moment où les registres ont été mis en place et communiqués aux hôpitaux, l'amélioration s'est faite, mais l'amélioration a été beaucoup plus significative à partir du moment où les données ont été rendues publiques et sont accessibles à tout le monde, soit dans le cadre de publications très larges au public, soit par Internet. Et donc, comme le disent depuis très longtemps les dirigeants américains, what gets measured gets done, on le disait déjà dans les entreprises, on commence à vivre cette évolution, cette révolution dans le monde médical. Ce qui est mesuré peut être fait, et la mesure permet de se comparer à soi-même, aux autres, et de continuer de progresser. C'est dans ce cadre-là que nous avons, avec la Harvard Business School et l'Institut Karolinska, créé ensemble iChum, qui est un institut not for profit, dont le but est de rassembler toutes les informations en matière d'outcome, d'abord de définir les bonnes variables par indication, ensuite de mesurer ces variables dans un ensemble de pays. Nous espérons bientôt commencer cette année ou l'année prochaine avec plusieurs hôpitaux académiques en Belgique, dont je l'espère les hôpitaux des pays universitaires de Saint-Luc et Montgadine. Notre objectif est non seulement de le réaliser, mais de le publier avec l'accord des hôpitaux participants. C'est le cas aujourd'hui pour 4 dimensions. Vous voyez ici coronary artery disease, low back pain, localized prostate cancer et cataracte. 12 conditions médicales supplémentaires seront étudiées en 2014 et l'objectif à 3 ans est de l'avoir pour les 60 conditions les plus importantes ou les plus fréquentes. Et il y a à ce stade une vingtaine d'hôpitaux leaders en Europe et aux États-Unis qui participent à cette recherche. À titre d'exemple, 2 hôpitaux utilisent déjà des tableaux de bord en termes d'outcome, Karolinska à Stockholm et Schön Klinik, un hôpital privé en Allemagne, et depuis qu'ils le font, non seulement les comportements changent, mais les indicateurs s'améliorent de façon très significative. Alors ça a toute une série d'implications qui sont à la fois des implications de comportement et des implications de gestion. Il s'agit aussi de savoir à chaque fois quel est le meilleur processus. Et donc, il est clair que les institutions qui vont dans cette direction définissent les processus à suivre. Ça implique aussi une plus grande spécialisation. Et on sait que la difficulté pour les hôpitaux, c'est de savoir à la fois accueillir le patient dans sa globalité, mais aussi d'offrir, notamment dans le cadre de l'innovation, la meilleure qualité qui est généralement liée à une spécialisation forte. Par exemple, l'Université de Hambourg a créé une clinique spécifique, la Martini Clinique pour les prostatectomies, qui a aujourd'hui, pas de peu, de très loin, les meilleurs résultats en Europe et dans le monde, mais où l'ensemble des chirurgiens qui sont également des académiques ne pratiquent quasiment qu'un seul geste médical du matin au soir et toute la nuit. Mais il est clair que quand vous faites des milliers d'opérations de ce genre, le niveau de qualité que vous atteignez est supérieur à celui que vous atteignez si vous en faites des centaines ou des dizaines seulement. Et donc, l'objectif pour les gestionnaires hospitaliers doit être à la fois de réduire les coûts, mais de protéger ou d'améliorer le cœur. Je pense que c'est une façon de présenter des choses que nous comprenons tous. Alors, on commence évidemment par
réduire les coûts dans les domaines de l'administration, dans les fonctions de support, mais ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup d'inefficience dans les tâches de soins, dans les tâches médicales, qu'elles soient d'ailleurs médicales ou non médicales, exercées par les équipes médicales et de soins. Et puis le cœur, il faut non seulement ne pas y toucher, mais il faut continuer d'y investir. Et quelques exemples montrent qu'on peut à la fois atteindre une réduction de 10 à 15% du coût total d'un hôpital de 3 ans, par exemple, tout en réinvestissant 10% dans le cœur des activités médicales, ce qui veut dire, pour atteindre cette réduction-là, qu'il faut aller plus loin dans la réduction des coûts non nécessaires. Quelques exemples de ce qui peut être fait en matière d'efficience. D'abord, c'est améliorer le parcours patient. Je pense que beaucoup d'entre vous êtes occupés à le faire, tant en matière d'adaptation de l'infrastructure hospitalière que de désencombrement des urgences, d'efficience et d'efficacité du parcours patient, du transfert du patient en aval et avant ça d'accès aux plateaux techniques, soins intensifs, blocs opératoires, imagerie, laboratoire. Il y a beaucoup à faire. Ce sont des réflexions de nature horizontale, transversale, multidisciplinaire. Les inefficiences sont souvent, comme on le voit depuis des dizaines d'années dans l'industrie, non pas à l'intérieur d'une activité, mais sont entre les activités. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est rendre fluide l'ensemble de ces processus. Vous voyez, à titre d'exemple, en matière d'adaptation de l'infrastructure hospitalière, on parle ici de gestion des lits, de banalisation des lits, d'optimisation des taux d'occupation, de répartition des types de lits, de structuration des voies ambulatoires, de gestion multisite. En matière de désencombrement des urgences, on parle de différenciation des voies de traitement selon les degrés d'urgence, de déboxing, de périmètre des examens effectués aux urgences par rapport à ceux effectués dans d'autres services. En matière d'efficacité du parcours patient, la réduction des durées moyennes de séjour, l'ambulatorisation. En matière d'accès aux plateaux techniques, les accords de collaboration de type service level agreement entre les plateaux techniques et les services utilisateurs, la juste prescription, la disponibilité des résultats d'analyse des labos, la gestion de la programmation et de la planification des blocs opératoires, pas seulement les horaires d'utilisation des blocs, la création de soins intermédiaires, la limitation de la durée de séjour aux soins intensifs, la gestion de l'activité ambulatoire distincte de la gestion de l'activité d'hospitalisation. Et enfin, au milieu à droite, la gestion des transferts en aval qui doit se faire très tôt dans le processus, c'est pas en fin de processus, et qui implique l'accompagnement des retours à domicile et la mise en réseau avec les soins de fin de traitement. Voilà quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres, et je suis certain qu'ici à Saint-Luc-de-Bagnères, vous menez des projets d'amélioration de ce type. Ce qui est important, c'est de le faire de manière globale et de manière intégrée. Deuxième exemple d'amélioration efficiente, l'ambulatorisation des actes chirurgicaux. Les conditions de financement des hôpitaux font que partout en Europe, les grands hôpitaux prennent un virage ambulatoire. L'exemple qui est montré ici concerne un projet mené avec un hôpital européen qui est le triangle rouge. Donc vous voyez quelle était sa situation par rapport à un benchmark français qui indiquait les cibles atteintes par les meilleurs hôpitaux et donc le potentiel d'amélioration était significatif. Dans cet exemple-ci, qui est un exemple partiel, sur un millier d'interventions sont passées de l'hospitalisation à l'ambulatoire, ce qui a libéré une douzaine de vies. Vous imaginez que ceci, mené non pas seulement sur un petit nombre de gestes marqueurs, mais sur l'ensemble
de tout ce qui peut être ambulatorisé permet de passer souvent de 20-40% d'ambulatorisation à 80% d'ambulatorisation dans de très nombreux domaines. Troisième exemple d'amélioration de l'efficience, l'optimisation des blocs opératoires, où il faut réfléchir à ce qui peut être fait par rapport au coût de ce qui est fait. Il est évident que le plus facile est d'élargir les heures d'ouverture des salles, mais c'est aussi le plus coûteux en termes d'investissement pour l'hôpital. Donc il faut réfléchir en amont aux manières d'améliorer l'organisation des blocs opératoires, améliorer la programmation, adapter le modus operandi des utilisateurs, poursuivre la mise en place des partages d'indicateurs de pilotage. Ce sont des éléments moins coûteux et qui permettent déjà des améliorations très significatives. Dans le cadre d'un projet d'un module de ce type, la croissance de l'utilisation des blocs a pu être de 11% en 4 ans, sans élargissement des heures d'ouverture des salles. C'est donc répondre à la fois à un défi de capacité et à un défi de qualité. Permettre la croissance de l'activité sans salle d'opération additionnelle, mais améliorer la qualité de service au bloc pour les services utilisateurs et pour les patients. Au-delà de ces améliorations d'efficience au sein d'un hôpital, au-delà de cette recherche de la mesure des outcomes, nous travaillons aussi ces 2 dernières années à développer un benchmark européen des hôpitaux académiques et qui sera élargi au-delà des hôpitaux académiques. Près d'une vingtaine d'hôpitaux y ont déjà participé, pratiquement l'ensemble des hôpitaux académiques belges. Nous aurons cette année l'ensemble des hôpitaux académiques néerlandais et suisses. Déjà les meilleurs hôpitaux français, meilleurs d'après les classements publiés en France comme Lille, Bordeaux et Toulouse, plus un certain nombre d'hôpitaux scandinaves et l'échantillon qui sera élargi aux hôpitaux allemands et anglais cette année. On voit ici quelques résultats anonymisés pour les 7 ou 8 premiers hôpitaux qui avaient participé à ce benchmark. Ce qu'on voit, c'est qu'aucun hôpital n'est bon partout. Beaucoup d'hôpitaux sont mauvais dans un certain nombre de domaines, voire moyens partout, et que donc tout le monde a à s'améliorer. Vous voyez ici, les boules vertes sont les hôpitaux qui, sur un certain nombre de dimensions, sont meilleurs que la moyenne européenne. Les boules rouges sont ceux qui sont significativement moins bons que la moyenne européenne, et les boules oranges sont un peu en dessous, un peu au-dessus. Et on parle ici de l'efficience des activités médicales, la productivité personnelle, la performance des fonctions de support, et nous avons ces derniers mois commencé à élargir ce benchmark aux outcomes, aux résultats cliniques. Donc, pour vous donner des exemples, en matière de productivité du personnel, des différences très très importantes. Vous voyez ici, au-dessus, la productivité des personnels médicaux, en dessous, la productivité des personnels soignants. Vous voyez que pour les 10 premiers hôpitaux qui étaient étudiés là, nous avions en nombre d'hospitalisations d'un jour et d'admissions par médecin des différences qui allaient de 100 hospitalisations et admissions par jour et par ETP, à 360, donc des différences de plus de 1 à 3. En termes de nombre de consultations par médecin, on allait de 443 en moyenne pour l'hôpital qui en fait le moins, à près de 800 pour l'hôpital qui en fait le plus, une différence de 1 à 2. Et vous imaginez bien que s'il y a de telles différences entre hôpitaux, les différences au sein d'un hôpital, entre les médecins qui ont la productivité la plus faible et la productivité la plus élevée, sont absolument énormes et ne peuvent pas seulement s'expliquer par un peu plus de publications ou de meilleures publications. Il y a donc à gérer la productivité des médecins comme la productivité de toutes les équipes dans toutes les entreprises et les organisations.
Même chose pour le personnel soignant. Vous voyez ici qu'en hospitalisation, le nombre de soignants varie de 1 à 2 en moyenne en Europe, et le nombre de soignants par 1000 visites ambulatoires varie de 1,5 à un peu plus. Des différences de 1 à 2. Alors tout ça peut s'expliquer par des raisons structurelles, mais il ne faut pas seulement l'expliquer par des raisons structurelles, il y a aussi des manières de gérer les équipes qui les conduisent à améliorer leur efficience. Un autre exemple en matière de ressources humaines, de finances et d'informatique. Vous voyez aussi des écarts très significatifs que ces disciplines, ces domaines soient partiellement sous-traités ou pas. Le fait de sous-traiter ne conduit pas nécessairement à de meilleurs chiffres en termes de réduction de coûts, en termes de réduction de personnel. Il ne s'agit pas seulement de faire ou de faire faire, mais si on le fait faire, on est bien le faire faire. Et donc des différences importantes. Probablement, on pourrait se dire, ce qui est important là, c'est moins les coûts, la productivité, ce serait la qualité du service, parce qu'il est évident que certains hôpitaux ont une qualité de leur activité ressources humaines, finances ou informatique bien meilleure que d'autres. Mais indépendamment de cet aspect de qualité, on voit que les grandes différences existantes permettent de réfléchir au potentiel d'amélioration. Et donc, de très nombreux changements sont nécessaires, à la fois pour améliorer la qualité et pour améliorer l'efficience. Et ces changements ne sont possibles que si on regarde les aspects dont on vient de parler, pas seulement d'un point de vue technocratique, mais si on les englobe dans une approche stratégique et managériale de l'hôpital. Il faut travailler sur les ressources humaines, il faut travailler sur les organisations, il faut travailler sur le médico-économique et il faut travailler sur l'informatique. Ce sont ces piliers-là qui permettent de supporter le changement. Quelques exemples de messages qui sont indiqués ici. En matière de ressources humaines, attirer et garder les meilleurs collaborateurs, on sait combien c'est difficile. Anticiper et gérer les évolutions des pyramides médicales, ce sont des choses qui se gèrent des années à l'avance et dans une relation étroite entre, par exemple, pour les hôpitaux académiques, entre l'hôpital, les hôpitaux et leur université, ce qui permet d'agir proactivement pour éviter des pénuries dans certains pôles et bien sûr élargir et développer le rôle des ressources humaines. En matière d'organisation, construire une gouvernance pour une décision efficace et rapide. Combien d'hôpitaux n'ont pas des processus de décision lents, complexes, aléatoires? Accroître la responsabilité, la responsabilisation de tous les secteurs, notamment avoir des processus budgétaires au carré, avoir des processus de ressources humaines au carré, mettre en place des organisations transversales efficientes, au-delà des organisations en silos, faire éclater ces organisations en silos et trouver les bonnes façons de conjuguer organisation verticale et organisation transversale, piloter le changement de façon professionnelle. Sur le médico-économique, avoir une approche systématique qui consiste, comme on l'avait dit, à allouer les coûts, pas seulement par service, mais aussi par pathologie, et puis dans une étape ultérieure par patient. Définir et mettre en œuvre un processus budgétaire en W. Ce que nous appelons un processus en W, c'est un processus où le cadrage est défini par la direction générale, le travail de préparation est fait par les équipes, remonte aux directions financières et générales pour ensuite redescendre dans un second temps et enfin être consolidé avant d'être appliqué. Donc ces allers-retours entre les directions centrales et les directions terrain et assurer un équilibre financier. Il est évident que des changements nombreux de législation ou de régulation en matière de financement obligent à être en permanence dans la recherche de cet équilibre. L'informatique est quelque chose d'important aussi. L'informatique est stratégique dans un hôpital.
Sans informatique, pas d'indicateurs utiles, disponibles rapidement, qui permettent les bonnes décisions. Sans informatique, pas de gestion des lits, des parcours patients. Donc tout ceci doit être fait en permanence et de façon proactive et stratégique. Et on peut ajouter là les défis de l'e-médecine et du dossier médical informatique. Deux illustrations de ces thèmes. La structuration verticale et horizontale. Vous voyez ici l'exemple des hôpitaux de Genève avec des directions, des départements médicaux, chirurgicaux et médico-techniques verticaux, et puis des centres transversaux qui gèrent le parcours patient à travers les différents départements médicaux. Ici, par exemple, les affections hépato-pancréatiques, le centrage avancé, le cardiovasculaire, la médecine d'appareil locomoteur et de sport, la médecine génétique, oncologique, la recherche clinique et la bactériologie. Ce sont de nouvelles manières de travailler au-delà de l'organigramme. Ce qui compte, c'est ce qui est fait effectivement sur le terrain et la manière dont s'articulent les responsabilités verticales et les responsabilités horizontales. Ceci, c'est un exemple du processus budgétaire en W qui permet d'aligner les objectifs des départements et des centres avec les objectifs de la direction générale qui permet la répartition des ressources, à la fois des ressources en personnel, les investissements. Et donc, c'est un travail qui est à la fois top-down et bottom-up, la gestion d'un processus par la direction et la direction financière, mais la préparation et l'implémentation par les équipes terrain. Et donc, comme je le disais en commençant, c'est le moment pour les hôpitaux d'avoir plus de leadership et un meilleur leadership, plus de coopération et de meilleure coopération, plus d'engagement des équipes et de meilleurs engagements des équipes. C'est seulement à travers ces trois dimensions du changement que l'on va pouvoir réussir à la fois l'amélioration de la qualité et l'amélioration de l'efficience. Le leadership est clé, et ce n'est pas seulement le choix d'une bonne direction générale ou d'une bonne équipe de direction, c'est la façon pour cette direction générale. Finalement, qu'est-ce que c'est le leadership? C'est faire aux gens ce qu'ils ne feraient pas sans vous, sinon vous n'avez pas besoin, ou ils n'ont pas besoin de vous. Donc c'est mener les équipes terrain au-delà de ce qu'elles feraient par elles-mêmes, plus vite, plus loin, mieux, et c'est indispensable dans les grands changements climatiques. Et ça ne peut pas se faire sans qu'il y ait de vraies coopérations entre les équipes. Et la coopération, on l'a vu, c'est entre le vertical et le transversal pour le médical. C'est aussi entre le médical et le soignant, entre médico-soignants et les gestionnaires et économiques. C'est toutes ces coopérations entre l'hôpital tel qu'il est et l'amont et l'aval de l'hôpital de façon finale. Sans ces coopérations qui créent ou qui illustrent le sentiment d'appartenance et de contribution à une ambition commune, il est très difficile d'avancer. La somme d'un grand nombre de projets technocratiques ne fait pas l'élan qui permet d'avancer dans la bonne direction. Et ce leadership et cette coopération permettent aussi l'engagement des équipes sur le terrain, parce que finalement, ce sont les équipes sur le terrain qui font vivre le changement au jour le jour. Voilà les messages que je voulais vous faire passer ce matin. Je vous remercie de votre attention.